La longévité en Formule 1 ne date pas d'aujourd'hui, mais rester au meilleur niveau face à des adversaires de plus en plus jeunes, telle fut la voie de Jacques Laffite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Un œil dans le rétro, consacré aujourd'hui au légendaire Jacques Laffite. Né en 1943 à Paris, le Français est loin d'être un passionné de sport mécanique. Son truc, c'est plutôt le sport en général, le tennis, le golf, le patinage. Si son père voulait que son fiston ressorte diplômé d'une école de droit, Jacques finira par voguer de son côté, séchant souvent les cours et ratant son baccalauréat. Parfois, au hasard d'une rencontre, tout un avenir se dessine devant soi. C'est ce qui lui arriva avec Jean-Pierre Jabouille, grand ami et futur beau-frère dans la vie. Mais si Jabouille tient le volant dans la coupe R8 Gordini, Jaco, comme il sera surnommé, n'est que mécanicien sans grande connaissance d'ailleurs. Et pourtant, c'est bien derrière un volant que le Parisien se fit remarquer. Invité à l'école de pilotage Winfield, Laffite se démarque rapidement des autres pilotes en herbe et après une très bonne première saison, il est propulsé en F3 grâce à Tico Martini. Les performances ne sont d'ailleurs pas si mauvaises, mais l'argent commence à manquer. Le Français prend alors la sage décision de descendre d'un niveau pour piloter en Formule France à partir de 1970, un championnat qui deviendra la Formule Renault dès l'année suivante. Dès lors, les succès s'enchaînent, sa notoriété augmente sensiblement. Champion en 1972, il accède de nouveau à la F3, désormais soutenu par BP. Cette année 1973 sera très fructueuse avec 2 victoires notables, la première à Pau, la seconde à Monaco. Cette dernière est un véritable tremplin pour l'échelon supérieur, la F2. C'est logiquement ce qui se passa pour lui, passant dans l'antichambre de la Formule 1, un championnat relevé où les jeunes talents ne manquent pas. Mais à 29 ans, Laffite n'est plus vraiment un jeune et dans un sport où l'âge moyen diminue sans cesse, difficile de lui imaginer une longue carrière à haut niveau. Mais son talent ne passe pas inaperçu, surtout auprès d'un certain Frank Williams. La campagne de F2 est plutôt bonne et à la moitié de l'année, les premières opportunités apparaissent. Pour le premier Grand Prix disputé à Dijon-Prénois, l'écurie Token annonce qu'elle alignera le Parisien mais l'engagement ne tiendra pas. Rien n'est perdu pour autant. Car dans le même temps, le jeune patron d'écurie Frank Williams annonce son recrutement pour piloter son ISO Marlboro à compter du Grand Prix d'Allemagne. Des débuts sur le Nürburgring, beaucoup de pilotes auraient appréhendé, mais pas Laffite, si heureux d'être enfin au volant d'une voiture de Formule 1. Mais le Français le sait bien, ce premier pas en catégorie reine reste un galop d'essai. La voiture est si mauvaise qu'il ne raillera jamais l'arrivée, mais qu'importe, Williams le veut absolument pour 1975. La première Williams, dénommée FW, voit le jour mais les débuts sont délicats et résultats absents. Laffite ne se décourage pas pour autant et donne le meilleur de lui-même sans pouvoir arracher le moindre point jusqu'à ce fameux rendez-vous allemand. Sur l'enfer vert, la piste est surchauffée et jonchée de petits cailloux. Les crevaisons seront nombreuses sur cette piste incroyablement longue. Jaco les évitera tous et après une brillante course et de nombreux dépassements, il s'adjuge une splendide deuxième place un an après ses débuts dans la discipline. C'est également le premier podium d'une Williams en Grand Prix. Le Français exulte avec ce résultat, d'autant plus que dans le même temps, il arrache le titre en Formule 2. Même si ce résultat ne se répétera pas en 1975, son incroyable performance ne laissa pas indifférent un homme qui comprit que Laffite serait le meneur dont il avait toujours rêvé, Guy Ligier. Les deux hommes ne sont d'ailleurs pas des inconnus, Laffite ayant déjà disputé les 24 heures du Mans à 3 reprises sur une des voitures françaises. A noter cette petite anecdote cocasse où, la veille de la course de Watkins Glen, Jacques, en proie à des problèmes oculaires, s'asperge par mégarde du mauvais produit, le contraignant à déclarer forfait. En 1976, Ligier décide d'intégrer la catégorie reine pour former une entité 100% française, Laffite, Ligier, Matra. Dès son apparition, la JS5 étonne de par son énorme entrée d'air en forme de bonnet phrygien surplombant la tête du pilote. Cet appendice sera vite retiré après l'interdiction des cheminées un peu plus tard dans la saison. Pour cette première campagne en bleu, le Parisien n'a qu'un objectif, glaner le plus de points et pourquoi pas quelques podiums. Mais tout démarre mal à Interlagos avec un très gros accident lors des essais. Bien remis sur pied, il s'élance depuis le milieu de peloton mais rapidement les premiers pépins mécaniques apparaissent. L'histoire sera la même à Kyalami et il faudra attendre Long Beach pour le voir enfin parmi les 6 premiers avec sa belle 4ème place finale. À Zolder, la machine française marche particulièrement bien et après de brillantes qualifications, la course n'est que plus belle. Depuis sa 6ème place sur la grille, Laffite se défait non sans mal de Hunt et de Depailler pour achever son Grand Prix au 3ème rang derrière les intouchables Ferrari 312 T2. C'est son premier podium en Formule 1 avec les Bleus, un top 3 joyeusement fêté par son équipe qui se met déjà à rêver d'un possible succès d'ici la fin de l'année. Mais les résultats demeurent en dents de scie et jamais il ne parviendra à terminer 2 fois de suite dans les points.
Quatrième à Anderstorp, il se retrouve disqualifié à Brands Hatch pour avoir illégalement pris le volant de son mulet après le carambolage du départ. Sur l'Österreichring, sa voiture marche du tonnerre et après s'être qualifié 5ème, il grimpe jusqu'au 2e rang sous le drapeau à damier, ne pouvant lutter face à l'étonnante Penske de Watson. Puis, en Italie, alors que Lauda effectue son grand retour, il hisse sa voiture bleue en pole position pour le plus grand plaisir de Guy Ligier. Mais en course, la JS5 est moins à l'aise que les P34 ou la marche de Peterson. Le Parisien se fait rapidement déborder, mais sa persévérance lui fait tenir le bon wagon. Et jusqu'au bout, la victoire est envisageable, mais malheureusement, le Français devra se contenter de la 3ème place, à 3 secondes du vainqueur Peterson. Sa fin de saison est moins réussie, malgré un meilleur tour réalisé sous la pluie diluvienne de Fuji, un temps qui ne lui sera attribué que longtemps après le Grand Prix. En 1977, Jacko reste seul pour emmener le bateau Ligier, mais la JS7 est toujours en deçà des Ferrari, Lotus ou autres Wolf. En Espagne, sa brillante qualification est réduite à néant après un arrêt non prévu dès le début de la course, en cause une roue mal fixée. Il lui faudra attendre le 8e rendez-vous et la Suède pour enfin inscrire ses premiers points de l'année, et de quelle manière. Parti 8e, le Français vole littéralement sur la piste grâce à de meilleurs réglages. Irrésistible, il emmène pour la première fois sa Ligier sur la plus haute marche du podium, un podium très spécial puisque sans Marseillaise et sans champagne, le Parisien ne parvenant pas à déboucher sa bouteille. Ce premier succès pourrait être de bon augure pour la suite, mais la JS7 souffre de nombreux problèmes de fiabilité, et si l'on accepte sa 2e place à Zandvoort, Laffite n'accrochera plus un seul podium. Peut-être que 1978 sera meilleur. Mais pour cette nouvelle campagne, Ligier décide de garder sa JS7, performante malgré sa fiabilité parfois hasardeuse. Les manches d'ouverture sud-américaines ne sont pas franchement une réussite, mais à Kyalami puis à Long Beach, le Français retrouve les points, 5ème. En Belgique, Jacko a le potentiel pour ramener la 3ème place, mais dans le dernier tour, alors qu'il tentait de dépasser la Ferrari de Reutemann, c'est l'accrochage. La Ligier ne peut continuer, mais compte tenu de son avance sur ses poursuivants, il finira classé 5ème, déçu d'avoir perdu le podium au dernier moment. Il se rattrapera à Jarama, menant une intense bataille tout le long du Grand Prix face à Peterson et Lauda, ne cédant que face au pilote Lotus pour s'adjuger la 3ème position sous le drapeau à damier. Les machines anglaises qui écraseront la saison 1978 grâce à leur 79 à effet de sol. Dès lors, toutes les écuries imaginent un système basé sur celui des Anglais pour espérer les contrer à partir de 1979. Chez les hommes de Guy Ligier, on travaille activement sur la JS11, peut-être la meilleure de l'histoire du clan tricolore. En plus du passage au moteur Ford Cosworth, l'écurie française se dote d'une 2ème voiture, attitrée à 2 Paillets, premier équipier de Laffite. Cette arrivée est un réel plus pour les Français, la nouvelle recrue apportant un bagage technique non négligeable à côté de Jacko, bien moins sérieux. Il faut dire que le Parisien est le roi de l'humour dans le paddock, et dès qu'il dispose de quelques minutes de temps libre, il n'hésite pas une seule seconde à jouer au golf ou au tennis, ce que Guy Ligier accepte bien malgré lui. Dès l'entame de saison, les JS11 se montrent terriblement efficaces, comme en témoigne cette première ligne 100% tricolore pour le premier départ de l'année en Argentine. Laffite en pôle, évidemment. Mais au départ, c'est bien l'autre pilote de la maison qui prend le commandement, mais Jacko lance rapidement l'offensive et fonce sur son équipier avant de lui reprendre la première place pour ne plus jamais la quitter. Ce magnifique succès sera complété par une splendide victoire au Brésil devant l'autre machine bleue. Mais cette entame de saison de folie s'arrête net à Kyalami. Le Parisien ne peut lutter face aux nouvelles Ferrari 312 T4 et à la Renault Turbo de Jabouille, et après une crevaison tardive l'expédient dans le décor, le pilote Ligier doit renoncer. La sanction sera la même à Long Beach où, privé de frein après quelques boucles, il doit renoncer dans son garage. En Espagne, le chemin de la pole position est retrouvé, et même si c'est l'autre Française qui mène, Jacko n'est pas loin derrière quand tout à coup, il rate une vitesse et explose son moteur. C'est déjà son 3ème abandon, des résultats blancs qui lui coûtent cher bien qu'étant toujours leader du championnat. À Zolder, il réalise sans difficulté sa 4ème pole position de l'année, mais pour la course, l'histoire est tout autre. En plus des Ferrari, les Williams se montrent incroyablement rapides. Pour ne pas faciliter son travail, Laffite se retrouve bloqué derrière 2 Paillets, son grand rival sur la piste. Mais alors qu'il reprend la tête à 20 boucles du but, le comportement de sa JS11 se dégrade, l'empêchant alors de défendre sur un Scheckter bien plus précautionneux. C'est un nouveau succès qui s'échappe, le début de la fin pour Ligier. 3 meetings de suite sans points avant d'accrocher 3 troisièmes places consécutives, les chances de couronne de Jacko s'amenuisent rendez-vous après rendez-vous. Les Ligier n'ont plus leur superbe d'antan et les places d'honneur sont bien plus compliquées à chercher. La fin de la saison sera un cauchemar pour le Parisien. Casse-moteur en Italie, problème de soupape au Canada, puis abandon sur tête à queue à Watkins Glen, les rêves du début de saison ne seront finalement qu'une brève illusion. L'un des principaux problèmes de Jacques, c'est l'affrontement face à son équipier. Lui qui n'en avait jamais eu auparavant, voit son statut de numéro 1 menacé dans son écurie, et ce n'est pas l'arrivée de Pironi l'année suivante qui changera les choses.
Pour cette nouvelle décennie, le clan Ligier continue donc de faire confiance à ses pilotes français et notamment Lafitte, chef de file depuis déjà 4 ans. Sur la base de la JS11, les tricolores réalisent l'époustouflante JS11-15 et son système d'effet de sol encore plus poussé que sur la dernière monoplace. La voiture est très bonne et joue les premiers rôles, mais face à elle, les Renault Turbo et les Williams se montrent plus coriaces que jamais. La performance est là, mais pas la fiabilité. Après 2 belles occasions manquées, Jacko retrouve le podium avec la 2e place à Kyalami, avant de replonger à Long Beach et à Zolder, le tracé belge où son jeune équipier arrache son premier succès dans la discipline. Le Parisien, piqué par cette prestation, redouble d'efforts pour renverser la tendance, ce qu'il fera dès le Grand Prix suivant en France, bien qu'échouant au 3e rang après être parti de la pole position, juste derrière l'autre Ligier. L'histoire ne sera pas plus glorieuse à Brands Hatch où, parti de la première ligne à côté de son équipier, il renonce sur un accident suite à l'explosion d'une de ses jantes. En arrivant à Hockenheim, Lafitte connaît la pire nouvelle possible pour un pilote, la perte d'un ami pilote cher à son être, Patrick Depailler. Le Parisien n'a pas le cœur à courir, mais son métier l'y oblige et malgré la douleur, il se lance dans l'arène remplie de milliers de fans. Et cette fois-ci, la mécanique tient parfaitement, et grâce au débord de la concurrence, il réintègre la plus haute marche du podium malgré une tristesse très visible. Sa JS11-15 est certes rapide, mais il n'y a rien à faire, sa première écurie Williams rafle tout. 4e au championnat comme en 1979, Jacko commence à ronger son frein mais se lance les yeux fermés dans le nouveau projet orchestré par Guy Ligier, l'association Ligier-Talbot-Matra. Les débuts du trio français ne seront pas les plus glorieux. Associé à son beau-frère Jabouille pour les premières manches, Lafitte peine à faire de bons résultats, ne récoltant qu'un seul point lors des 4 premiers week-ends de compétition. Mais à partir de la Belgique, la GS17 est méconnaissable. Si les qualifications ne sont pas son point fort, la monoplace bleue tient un rythme de course impressionnant, ce que le français comprend parfaitement. 2e à Zolder, puis 3e à Monaco et 2nd en Espagne après s'être élancé de la pole, les points s'accumulent et le classement du championnat se retrouve bouleversé. Si son Grand Prix national se termine sur un accident, il recommence sa belle série de podiums pour la fin de tournée européenne, enchaînant 2 3e places à Silverstone et Hockenheim, avant de remporter un superbe succès sur l'Österreichring dans les tout derniers instants de course. À l'étonnement général, Lafitte se porte en outsider d'un duel Reutemann-Piquet que personne ne voyait perturber. Le français rêve de sacre et face aux récentes déconvenues de ses adversaires, son team porte toute l'attention sur lui pour lui délivrer le meilleur matériel possible. Hélas, à Zandvoort et à Monza, c'est la débandade. Avec 2 abandons et donc 2 0 pointés, sa quête de couronne s'assombrit et seul un succès au Canada peut espérer le maintenir dans la course. Mais sur l'île Notre-Dame, la pluie est omniprésente pour le plus grand malheur de Jacko, détestant plus que tout les caprices de la météo. Et pourtant le pilote Ligier offrit une démonstration impeccable en remportant un Grand Prix mémorable, notamment à cause du numéro Villeneuve et son aileron avant arraché. La finale se joue à Las Vegas, cité du jeu et du hasard, un hasard qui pourrait bien faire les choses. Pour évacuer son stress, le prétendant à la couronne joue au tennis et au golf, mais il le sait, battre les Sud-Américains sera compliqué. Malgré tous ses efforts, le Français ne pourra rien y faire, terminant seulement 6e, de quoi le classer 4e au championnat du monde pilote pour la 3e fois consécutive. Si la déception est de mise, Lafitte y croit encore. 1982 doit être son année. Elle sera finalement la pire de toutes. Avec une monoplace dépassée et trop peu fiable, le Parisien disparaît du haut des classements, renonçant 11 fois en 15 départs. Seule sa 3e place en Autriche lui servira de consolation. Ligier n'a peut-être pas les moyens de briller, mais Williams, si. Jacques is back. Associé au nouveau champion du monde Keke Rosberg, Jacques Lafitte a forcément de grandes ambitions pour cette nouvelle campagne au sein du team de Frank Williams, double championne du monde des constructeurs lors de ses 3 dernières saisons. Mais l'adaptation à cette nouvelle machine est difficile, et malgré ses 2 4e places d'entrée de jeu, Jacko peine face à un Finlandais plus rapide que lui. Ce dernier hissera sa monture blanche sur la plus haute marche à Monaco, là où le Parisien rencontre ses premiers pépins mécaniques de l'année. L'exercice du tour lancé est d'autant plus douloureux pour le Français qu'il ne parvient que très rarement à s'extraire de la seconde moitié du peloton, compromettant forcément un peu plus ses chances de marquer de gros points. Plus la saison avance et plus les résultats en pâtissent. La FW08C perd de la performance si bien qu'à Monza et à Brands Hatch, Lafitte ne passe même pas les qualifications, une première pour lui depuis Monaco en 1975. Le Français déçoit là où son Viking d'équipier ramasse de belles unités, insuffisantes pour ramener le team de Sir Frank Williams à la première place. Une lueur d'espoir apparaît pourtant au bout du chemin, Honda. Le motoriste nippon effectue son grand retour dans la discipline et c'est Williams qui est choisi pour mener à bien cette nouvelle aventure. Fini le vieux V8 Ford Cosworth, c'est désormais un V6 turbo-compressé qui propulse les voitures blanches. Beaucoup d'espoirs sont fondés dans ce nouveau bloc, un tout petit peu trop jeune. La mise au point de la bête est délicate et Lafitte ne s'y accommode absolument pas. Toujours bloqué en milieu de peloton, là où son équipier joue constamment les points, Lafitte ne semble plus au meilleur de sa forme.
Les abandons se succèdent et lorsqu'il croise l'arrivée en France et à Monaco, ce n'est que pour finir à une lointaine 8e place. Il ne connaîtra le top 6 qu'à 2 reprises lors des manches américaines, tout d'abord à Détroit, puis à Dallas, sans jamais goûter aux joies du podium. Ces 6 week-ends suivants se solderont par 6 abandons consécutifs liés au moteur, une bien mauvaise pub pour les Japonais. Jacko commence à désespérer. La bonne opportunité que représentait Williams se transforme en véritable cauchemar pour lui. À 41 ans, l'heure de la retraite approche, mais le Parisien n'en a que faire de son âge. Ainsi s'estime-t-il aussi frais qu'au premier jour lorsqu'il annonce fièrement son retour chez Ligier à partir de 1985. Jacques Laffite, Ligier, épisode 2. Après un bref passage sous le pavillon Matra, Ligier change de crèmerie en 1984 en passant au moteur Renault. Avec un Laffite plus motivé que jamais en tête de file, de gros résultats sont attendus. La saison 1985 commence d'ailleurs sur le chapeau de roue avec une belle 6e place au Brésil. Comme à l'habitude depuis plusieurs années, Jacko se démarque le dimanche en effectuant de superbes remontées, mais le V6 turbo de la marque aux losanges réserve parfois de mauvaises surprises. À Estoril, c'est le Parisien lui-même qui décide de stopper sa course, jugeant les conditions climatiques trop extrêmes pour rester en piste. Quand il n'abandonne pas, le Français parvient à rejoindre la zone des points, et à Silverstone puis en Nürburgring, c'est la 3e marche du podium qui l'attend, pour le plus grand bonheur de Guy Ligier. Laffite n'est plus tout jeune, mais grâce à sa fougue et à son attaque persistante, il s'impose de nouveau comme le pilote capable de pousser les Bleus vers l'avant. A l'inverse, son équipier De Cesaris demeure trop brouillon, comme en témoigne sa spectaculaire toupie en Autriche, qui lui vaudra d'ailleurs d'être licencié dans la foulée. Mais si la mi-saison démarre de la meilleure des manières, la suite sera bien plus houleuse. Avec 5 abandons consécutifs difficiles à digérer, Laffite replonge dans le cauchemar de ses dernières campagnes où les casses n'ont fait que se répéter. À Monza, après les qualifications, il révèle avoir été aspergé par la monoplace de Boutsen qui, selon lui, dégageait de l'essence et un autre produit. La guerre des combustibles illégaux reprenait de plus belle. En Australie, pour le premier Grand Prix à Adélaïde de l'histoire, le pilote Ligier peine à rentrer dans le top 20 sur un tour lancé, mais le dimanche, c'est l'hécatombe. La JS25 évite les problèmes et au fur et à mesure que les tours s'égrènent, le Parisien remonte inlassablement dans la hiérarchie, traînant dans son sillage son nouvel équipier, Streif. Dans le dernier tour, alors qu'un double podium se profile à l'horizon pour Guy Ligier, les 2 monoplaces bleues s'accrochent. Si Laffite rejoint l'arrivée et la 2e place sans pépin, son équipier ramène sa voiture dans un piètre état sur seulement 3 roues. Fort heureusement, le classement est inchangé et l'écurie française scelle les 2 dernières marches du podium, une première depuis 1980. Peu avant le départ, Ligier annonce son prolongement avec Renault par le biais d'une aide financière gouvernementale. Jacko aura un nouvel équipier en 1986, René Arnoux. Bien qu'âgé de 43 ans, le Français ne se voit pas arrêter tout de suite, lui qui s'estime aujourd'hui à son meilleur niveau. Une chose est sûre, d'ici la fin de la saison, il deviendra le pilote au plus grand nombre de départs de la discipline, si aucun souci ne vient l'en empêcher. Des soucis, il n'en connaîtra pas à Jacques Arepagua, passant de la 5e place au départ à la 3e sous le drapeau Adami. La JS27 est étonnamment performante, et même lors des qualifications, Laffite parvient à briller. 6e à Monaco, puis 5e à Spa-Francorchamps, le Français épate toujours la concurrence. Sa 2e place sur les 3 tracés de Détroit ne fait que confirmer ses dires. Au Castellet, le Parisien égalise le record de départ de Graham Hill avec 175, un record qui sera dépassé dès la semaine suivante à Brands Hatch. Les feux s'éteignent et les bolides s'élancent pour un nouveau Grand Prix, mais en abordant le premier virage, c'est le drame. Un important carambolage touche plusieurs voitures engluées dans le peloton, dont la Ligier. La JS27 sort de la piste et frappe de plein fouet le rail intérieur. Le malheureux a les jambes cassées. Héliporté vers un grand hôpital anglais, il comprend que ses chances de revenir à la compétition sont minces, mais Jacko a un moral de fer et depuis son lit, il n'hésite pas à prévenir Guy Ligier de son retour imminent alors qu'il ne marche toujours pas. Si ses blessures finiront par se rétablir, sa carrière en Formule 1 n'aura pas de suite. Triste fin pour l'une des figures les plus emblématiques du paddock. Mais s'il renonce à la catégorie reine, Laffite poursuit son implication au sport automobile, participant à 4 reprises aux 24 heures du Mans, sans réel succès. Il s'essayera aux voitures de tourisme, DTM et autres GT3, courant autour des plus grands circuits du monde, sans jamais vraiment retrouver la voie de la victoire. Il restera de longues années à côtoyer le monde de la Formule 1, en commentant les Grands Prix pour le compte de TF1, toujours dans son style caractéristique plein d'humour et de pique à l'encontre des pilotes et des écuries. Il ira même jusqu'à vivement critiquer la FIA au sujet des grues sur la piste, une crainte qui lui donnera malheureusement raison quelques années plus tard. Partiellement retiré du monde du sport automobile, Jacko peut désormais compter sur sa fille Margot pour faire prospérer la légende Laffite. Si la carrière de Jacques Laffite devait se résumer en quelques chiffres,
Nous pourrions dire que son meilleur classement au championnat du monde de la Formule 1 aura été une 4e place, récoltée en 1979, 1980 et 1981. Il aura participé à 176 Grands Prix pour 181 engagements, aura récolté 6 victoires, 32 podiums, 7 pole positions et 7 meilleurs tours en course. Pour en savoir davantage sur toute l'histoire de la Formule 1, rendez-vous sur le site internet Un œil dans le rétro 1.wixsite.com/un œil dans le rétro, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau coup d'œil dans le rétro.